Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ceux qui sont allés au CloudFest se sont bien remis. Moi, je suis encore bloqué, mais ça va finir par se tasser. Bonjour à tous. Je suis honoré et ravi encore une fois d'animer une table ronde à ce nouveau NDD Camp Alsace. On a une table ronde de prestige. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tout simplement, j'ai pris le titre de la conf et très bêtement, je l'ai mise dans Gemini. Je lui dis, bon, bah, qu'est-ce que je dois dire? Et la première réponse que m'a fait Gemini, c'est waouh, quelle table ronde de prestige! Et je me suis dit que je commencerais l'intervention comme ça parce que je trouve ça quand même bien crétin. Mais en tout cas, Exactement. Euh, Bien que je pense qu'on se connaît presque tous, mais je pense qu'un petit tour de table ne fait jamais de mal. David, on ne te connaît pas. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Voilà, je débute les noms de domaine depuis 2005 à peu près et je fais partie des organisateurs de l'événement avec Philippe et Marc-Olivier et Benjamin qui nous aident. Donc bonjour, je suis Marc-Olivier Bernard. Pardon. Donc j'ai aussi débuté le nom de domaine il y a assez longtemps et récemment, en 2021, j'ai racheté avec un associé une maison de vente aux enchères dont l'une des spécialités phares et originales est de vendre des actifs incorporels, dont des noms de domaine, des sites internet, voilà, même de l'art digital. Et donc nous sommes les premiers dans ce secteur en France et il n'y a pas de numéro 2. Philippe Franck, ma société s'appelle Domenium et je suis sur le second marché des noms de domaine depuis, on va dire, le début du siècle, un peu comme nous tous. Et voilà, moi, je suis, contrairement à David, qui est beaucoup sur les noms exact match domain, etc., pour orienter SEO, moi, je suis maintenant clairement dans les noms de domaine brandable. Voilà. Pour ma présentation, je vais rajouter quelque chose parce que quand j'ai commencé, il y avait déjà Monty Khan et moi j'avais appris avec ses vidéos et avec les informations qu'il donnait. Donc c'est intéressant de voir, même si je fais partie des anciens, quelqu'un qui est un pionnier de notre secteur. Une légende. You're a legend, Monty. Ah non, non, et moi, je me rappelle aussi à l'époque avoir lu un support de Ron Jackson, enfin, qui s'appelle The End Journal, je crois, .com, c'est ça? Et il y avait des portraits de différentes là, les personnalités du secteur. Enfin, c'était très, très coloré, très, ça faisait un peu rêver. Et donc, c'est intéressant de voir ces personnalités qui sont présentes aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc Jean-François Poussard, je travaille dans le secteur dans les noms de domaine depuis aussi le début des années 2000. Et en 2016, donc, j'ai fondé Solid Names avec mon associé Anthony Don, qui est une société qui est spécialisée pour les noms de domaine pour les organisations. On fait notamment de la surveillance, de la gestion et aussi régulièrement des rachats, notamment de noms brandable qu'on peut racheter parfois à Philippe et qui va être le thème de nos échanges. Et bonjour, donc moi je suis Mathieu Aubert, j'ai commencé aussi dans les noms de domaine il y a un peu plus de, ou presque 20 ans on va dire. J'ai eu la chance de travailler avec certains présents dans la salle aussi au fil des années. Et aujourd'hui je travaille pour une société donc, qui s'appelle Lex Energy, qui est une société qui a été fondée en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui anglaise, qui est un registrar spécialisé dans la sécurisation et la gestion de portefeuille de noms de domaine et plus largement la gestion de l'identité en ligne. Voilà, et je m'occupe pour cette société de la partie stratégie, positionnement, évolution. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de dire, mais on a plein de micros, on est en petit comité, donc on a du temps. Donc, si aussi vous voulez interagir pendant la session, n'hésitez pas à lever la main, nous faire signe, et plus ça sera vivant, en mode question-réponse, mieux ça sera. Et puis, on pourra bien entendu poursuivre les échanges ensuite au café, au buffet ou au déjeuner. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est parler du premier et du second marché.
Je crois pas qu'il y ait de troisième marché, hein. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait premier, deuxième, troisième monde, mais là, il y a bien un premier marché et un second marché. La question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, est-ce que c'est pertinent de différencier ces deux marchés quand on voit que de plus en plus de registrars affichent dans les résultats quand on fait une recherche de disponibilité sur leur site internet qu'on a des noms de domaine du premier et du second marché qui peuvent être mélangés à des tarifs différents forcément. Et donc, alors, je me suis même pas présenté en plus, c'est rigolo. Eh bien, je vais me présenter à ce moment-là parce que je pense que ça fait un lien avec la question. Donc, je travaille pour l'AFNIC depuis bientôt 12 ans. Je m'occupe de la relation commerciale de l'AFNIC avec ses bureaux d'enregistrement. On a près de 300, enfin un peu plus de 300 bureaux d'enregistrement dans le monde entier. Et l'AFNIC gère plusieurs extensions, le cctld.fr bien entendu, mais plusieurs aussi extensions ultramarines. Je pense aux extensions La Réunion, Saint-Pierre et Miquelon notamment. On est back-end technique pour plusieurs extensions géographiques, dont le point Alsace, et également pour des bornes TLD. Et bien entendu, on est très intéressé aussi pour le prochain Roundarican. Et par rapport au sujet du premier et du second marché, peut-être juste commencer par un chiffre que j'avais partagé au Registrar Day cette année, que je trouve assez frappant sur le marché français. On a un produit qui s'appelle FR Roche, et ce produit permet aux registrars d'avoir des connexions EPP supplémentaires sans limite pour essayer de snapper des noms de domaine expirés. Voilà, c'est un produit qui est accessible à tous les bureaux d'enregistrement. Le tarif est connu, il est de 150 € par mois par connexion. Et on est monté à plus de 500 connexions sur les derniers mois. Alors que sur les... on est vraiment sur une tendance qui accélère sur ce produit. J'avoue qu'on en avait même beaucoup discuté avec David. On se disait, bon, avec la fin de la monétisation... Google, bon bah c'est mort et ça va mourir tout ça. Et en fait, on s'est tous les deux complètement plantés dans le sens où c'est l'inverse, ça explose. Et j'aimerais bien qu'on en discute en fait. Donc ma question c'est est-ce qu'on peut vraiment encore parler de premier, second marché? Qui veut prendre le micro et répondre à cette question hautement philosophique? La question est effectivement formidable. Oui et non, évidemment. Je pense qu'il y a un seul marché dans la mesure où il y a un seul besoin. C'est-à-dire qu'un utilisateur final a besoin de son nom de domaine et que à ce moment-là, il va chercher ce nom. Il va le chercher, bien sûr, auprès d'abord d'un bureau d'enregistrement. Et s'il peut trouver son nom de domaine soit libre à l'enregistrement, soit vendu en tant que premium ou en tout cas en tant que second marché, il va l'acheter. Donc il y a un seul marché. Quand on est bureau d'enregistrement aujourd'hui, je pense que ce serait une erreur de ne pas considérer les noms de domaine du second marché sur son offre. Et de fait, je peux donner quelques chiffres. J'ai quelques milliers de noms de domaine. Chaque nom de domaine a son site en ligne grâce à Marc-Olivier. Et chaque nom de domaine est capable de ramener un client en direct. Donc, le gros de mes ventes, historiquement, ça a été toujours des ventes directes. C'est-à-dire, quelqu'un veut un nom de domaine, il voit en ligne que le nom est en vente, il laisse ses coordonnées, on négocie, on vend. Depuis 2 ans, il y a quand même une évolution très, très significative qui est la part croissante de CEDO, de la plateforme CEDO, grâce à son système MLS dans mes ventes. Alors, je pense que je ne suis pas le seul à le constater, mais je vendais peut-être 10% de mes noms de domaine par CEDO. Aujourd'hui, les ventes par ce système-là représentent largement un bon tiers de mes ventes, même plus. C'est vraiment quelque chose qui est très sensible. Donc oui, il y a un seul marché des noms de domaine dans la mesure où les bureaux d'enregistrement maintenant proposent ça. Par contre, c'est quand même 2 marchés très distincts parce que
beaucoup de personnes qui cherchent un nom de domaine vont s'arrêter au niveau du prix. Et le prix fait clairement apparaître qu'il y a deux marchés, quoi. Il y a un marché du nom de domaine à 10 ou 20 euros que tout le monde peut prendre. Et après, selon l'activité, certains utilisateurs vont devoir renoncer à leur nom de domaine parce que le prix ne le permet pas. Oui, simplement, pour confirmer aussi ce que dit Philippe, je pense que la frontière est de plus en plus fine en raison finalement de l'offre. Donc pour l'utilisateur, effectivement, qui va aller sur une plateforme, alors après, tout dépend du segment aussi. Moi, si je me focalise un peu plus sur les entreprises, peut-être que la frontière est encore un peu plus grande que ce qu'elle est en fonction des types de plateformes qui vont parfois plus proposer justement cette intégration. Mais c'est vrai qu'on va avoir cette réunion finalement des marchés pour en tout cas ou ce qui est visible vis-à-vis de l'utilisateur ou via cette plateforme, il va pouvoir avoir une visibilité sur des noms de domaine qui sont en vente directement, des suggestions aussi de noms de domaine de plus en plus, et il va pouvoir orienter son choix finalement en fonction de son projet. Alors, nous, on insiste beaucoup sur le nom est important, mais c'est aussi le projet du coup qui doit définir l'intérêt du coup d'aller sur telle ou telle valeur, bien entendu. Mais on constate aussi de plus en plus d'initiatives, au-delà des places de marché, de prestataires qui vont essayer justement d'appliquer certaines pratiques du second au premier. Je pense en termes de monétisation, de volonté de valorisation de nom de domaine. Donc il y a une période assez intéressante, je trouve, où justement on est dans le rapprochement quelque part, même si effectivement je pense que les critères d'évaluation peuvent être différents. Juste un petit commentaire aussi. Enfin, on parle de ces éléments, mais il y a un point qui est important, notamment pour les domaineurs, c'est que dans ce cas-là, il faut que tu fixes un prix fixe là-dessus. Donc, il y a quand même toute une part des noms de domaine où c'est faites une offre ou avec une offre minimale. Est-ce que c'est pas trop dur quand on est domaineur de voir, je sais pas, un nom de domaine que tu vends 2000 euros, puis tu te rends compte que derrière, c'était une très très grosse société? Est-ce que c'est pas un peu frustrant ça? Peut-être pour David aussi. Alors, clairement, pour moi, une vente qui est faite, c'est une bonne nouvelle. C'est transformer une idée de possibilité de gain en gain réel. Donc, je n'ai pas pour habitude de regretter mes ventes et je pense sincèrement d'en avoir regretté peut-être une. Allez, j'allais dire que non, une. Mais parce que je n'avais pas du tout identifié le vendeur et que l'acheteur et que c'était du lourd. Mais non, je pense que c'est difficile au début pour un domaineur de donner une valeur à ses noms et de renoncer de ce fait au jackpot génial qu'il pourrait faire en tombant sur un inconscient. Non, il faut du réalisme. Je pense qu'il y a un bon compromis à trouver entre volume et marge et que avec l'usage, moi je suis certain aujourd'hui d'avoir trouvé un système de cotation qui est très personnel, hein, qui est de l'appréciation, mais qui fonctionne. Donc une vente réalisée, c'est une bonne vente. Après, tant mieux pour l'acheteur si effectivement il a réussi à ne pas trop se faire voir. Et puis voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est une difficulté pour beaucoup de domaineurs. Je reçois beaucoup de demandes auxquelles je ne réponds pas. Je tiens à préciser, d'évaluation. J'ai tel nom, qu'est-ce que ça vaut? Je dis, bah, genre, c'est pas mon problème, c'est pas le mien, quoi. Je vais juste indiquer quand même que la transparence sur le marché, qui augmente évidemment en indiquant des prix, c'est quelque chose qui rend le marché aussi plus dynamique. Donc c'est vraiment un progrès. Je pense que on sort un peu de la caricature des premières années et de peut-être de certains intervenants, et notamment évidemment les enchères. Ça c'est, on parlera juste après. C'est vraiment quelque chose qui augmente la transparence et augmente évidemment la liquidité du marché, ce qui est un point important. Et notamment, vous savez, pour beaucoup de noms, finalement, le prix se fixe de manière assez naturelle, hein. Bon, il peut y avoir une certaine variation dans le prix, mais voilà. Donc c'est quand même un point important d'avoir une meilleure liquidité et transparence. Bah, peut-être comme tout le monde est intervenu sur cette question, c'est à mon avis assez dommage et anachronique qu'on se pose même cette question, parce que l'usage a fait que le nom de domaine, on le sait bien, a de la valeur. C'est pas quelque chose qu'on puisse discuter. L'internet a grossi. Aujourd'hui, un nom de domaine, même spontanément, on comprend que ça ait de la valeur. Et le fait de refuser le second marché, c'est à mon avis une erreur. Et il y a beaucoup de registrars, surtout des registres ou l'ICANN par exemple, pour qui
la revente est quelque chose de mal. Alors, je ne sais pas si c'est un sociologue qui pourrait l'expliquer ou autre, mais d'un point de vue purement économique, c'est freiner le développement qui serait propice à tout le monde. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de pratiques, il y a beaucoup de parasites. Je pense que notre activité, elle devrait peut-être être mieux régulée, on devrait la faire d'une meilleure manière, mais se poser la question, est-ce que le nom de domaine devrait être au second marché, ça n'a aucun sens, puisque on le voit bien, même les registres eux-mêmes, ils ont des noms de domaine premium. On a des Sunrise. On voit bien qu'on ne peut pas considérer qu'un nom de domaine, ça vaut aujourd'hui 5 ou 10 euros. L'économie, les usages, les entreprises ont fait qu'aujourd'hui, c'est un actif de grande valeur. Et par exemple, il y a Gandhi que j'apprécie beaucoup. Le jour où Gandhi proposera sur le site, parce que je sais qu'ils ont des activités pour leurs clients, mais sur le site à la fois l'enregistrement et le rachat, ça répond à un besoin, ça correspond à quelque chose de normal. Planet Hoster, je ne sais pas si vous le faites, si vous vendez du second marché, mais pour moi, la question ne devrait même pas se poser. Les domaines sont à prix fixe sur une plateforme, je peux l'acheter. Je pense que c'est offrir un service à son client. Est-ce que vous voulez répondre? Et on a le RID aussi, c'est intéressant peut-être de connaître, je ne sais pas si c'est une question qui... Puisque j'ai été pris, j'ai été nommé, je vais faire une réponse. Non, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est un marché qui est intéressant. Nous, on n'a pas encore trouvé le moyen en fait, de l'aborder par rapport en fait, à nos logiques propres et puis à la philosophie Gandhi. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Donc, je ne fais pas de teasing. Ça ne sera pas pour cette année, mais on le regarde sérieusement. Le tout, nous, c'est qu'en fait, on veut même aller peut-être plus loin, puisqu'on a quand même un passé assez long. On a pas mal de noms de domaine sous gestion. Donc, je pense qu'on peut même être une force pour aider à valoriser les noms de domaine que nos clients ont et la valeur d'un nom de domaine, en fait, plus globalement, compte tenu de toute la data qu'on a. Et en fait, on est en train de réfléchir plus là-dessus, tu vois, pour après voir comment on peut le proposer sur le site. Oui, vous pouvez proposer à vos clients d'acheter, mais aussi à vos clients de vendre. Les deux. En fait, l'idée, important. c'est même carrément de revenir auprès de nos clients qui ont un portefeuille et de leur dire, ben voilà, vous avez des noms de domaine dormants, potentiellement. D'autres réactions? Planet Hoster, peut-être, non? Vous ne voulez pas en parler? On ne va pas vous embêter. Hein. On aura d'autres sujets, hein, sinon. On a un ordre du jour qui est bien chargé si on arrive jusqu'au bout. Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, quand je suis revenu dans la salle, vous parliez du prochain round à Cannes. Tu as commencé à en parler un petit peu, David, mais j'aime autant qu'on parle des... Je ne sais même pas si on peut dire des nouvelles extensions, parce que beaucoup ont plus de 10 ans maintenant. Donc les nouvelles vieilles extensions, on peut les appeler comme ça, les nouveaux JTLD. On va avoir un prochain round qui va arriver bientôt. Les candidatures pourront être déposées le mois prochain, je crois. Enfin, l'ouverture sera ouverte le mois prochain. Quel a été l'impact, selon vous, de toutes les nouvelles extensions sur ce business, sur le nouveau marché? Est-ce que ça ralentit le second marché, les ventes en .fr, .com et autres extensions entre guillemets historiques? Ou bien est-ce que ça a justement donné un coup de boost? Est-ce que vous faites du business sur ces nouvelles extensions? On voit même qu'il y a des extensions, des CCTLD qui émergent en ce moment. Je pense beaucoup au .io, au .ai, entre autres. Mais sur, je ne sais pas moi, du .tech, du .online, du .xyz, est-ce que le marché bouge de ce côté-là? Alors, juste sur les nouvelles extensions, je pense qu'en 10 ans avec SolidName, je ne pense pas qu'on en ait racheté un seul en fait. Par contre, des .com et .fr, oui. Le .ai, je regardais les chiffres un petit peu, tu citais le DN Journal.
C'est vrai que les transactions sont assez impressionnantes en termes de volume. Dans le top 20 de 2026, il y en a 6 où c'est du point AI. Donc, c'est un phénomène assez important. Et pour le coup, nous, l'année dernière, le point AI, c'est notre plus grosse vente, enfin, le plus gros rachat qu'on a pu faire. C'était à plus de 100 000 $, enfin 100 000 euros même, l'année dernière. Donc, on voit un engouement, nous, autour de cette extension-là. Et pour revenir par rapport à l'impact du round de 2012, là où on a vu plus cette convergence, c'est par rapport à la politique de premium, c'est-à-dire qu'on a pas mal de marques qui sont très courtes pour certains clients, donc de 2 ou 3 lettres, où on doit payer les noms de domaine beaucoup plus cher pour ces clients-là, du fait que le registre ait mis en place une politique comme ça de non premium. Ça, on le constate par contre au quotidien. Quand on achète un nom de domaine en tant qu'investisseur, c'est pour le revendre. Donc le principal critère qu'on va prendre, c'est sa liquidité. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir une demande dessus ou est-ce que je vais rester 50 ans avec mon nom de domaine sans avoir la moindre demande? Quand on part de ça, on se dit, bon, on est obligé de regarder les usages. Monty Kahn, il n'a pas à se poser de questions. Lui, il a le dot-com, il était là dans les premiers. La demande, elle allait être évidente. En plus, elle est planétaire. Sur le point .com, il n'y a aucune question à se poser. Pour la génération d'après, je suis arrivé en gros 10 ans après lui. Le point .com, c'était déjà saturé avec des gros moyens, les Américains qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient grossi là-dedans. Enfin, c'était impossible de démarrer. Par contre, le point .fr, oui, c'était possible parce que les Américains ne sont pas venus dessus. C'était un petit univers, on était entre nous. Et ma génération, on a pu faire des jolis portefeuilles sur du point .fr, par exemple. Pourquoi? Parce que un nom qui a du sens, qui est joli, avec une extension FR, c'est bien le diable si personne en France va le vouloir un jour, quoi. Quand on va sur d'autres extensions, c'est plus compliqué. On parle du point tech. Déjà, tous les mots vont pas aller avec un point tech. Et puis, trouver quelqu'un qui aura envie d'une extension en point tech, c'est rare. Or, si à droite du point, il y a point tech, à gauche, il y a le même choix que dans toutes les autres extensions. Et donc, on commence à avoir beaucoup plus de mal à trouver des mots qui, presque à coup sûr, vont un jour rencontrer une demande. Alors, il y a des phénomènes. On parle du point AI. Évidemment, en ce moment, on en met partout de l'AI, donc ça donne des idées. Puis les gens qui ont des projets, ils disent on ne va pas acheter un point .com parce qu'il résonne mondial, donc c'est com. Alors qu'il y a AI qui va être pas cher ou moins cher. Donc oui, il peut y avoir en ce moment un engouement pour une extension comme ça, je le comprends. Par contre, en tant qu'investisseur, je ne mettrai pas un rond dans un point AI parce qu'il y a toujours cette question de densité de la demande, en fait, parce que c'est restreint aux gens qui mettent en place de l'AI. Quand le cordonnier, il ne va pas prendre un point AI, il prend un com ou un FR, mais pas un point AI. Donc, déjà à court terme, la demande est forcément moins dense. Alors, il y a des ventes spectaculaires, il y a des mots qui s'y prêtent bien. On l'avait vu avec le XYZ, par exemple, avec ABC. Mais mis à part ces quelques cas qui, à mon avis, s'ils sont ponctuellement en pointe, il n'y aura pas grand-chose. Et à l'avenir, en ce qui concerne le point AI, pour moi, je ne mettrai vraiment pas un rond dessus. Parce que je pense que c'est comme le Intel Inside, c'est-à-dire que très vite, de l'AI, elle sera là-dedans. Et Samsung, il ne va pas me prendre le point AI pour me vendre un téléphone. Donc voilà, du spécifique AI, je pense que ça va progressivement régresser. Donc on a une jolie pointe. Je ne mettrai pas le moindre investissement dedans parce que je pense que ça ne durera pas. Voilà. Et il en est de même d'à peu près toutes les nouvelles extensions. Celles qu'on a vues de la dernière génération de NGTLD, mis à part quelques cas un peu spectaculaires. Je parlais de ABC.xyz, un très joli nom, un très bel acheteur, comme Google qui achète ça. Il l'a payé 3 500 $. Donc là aussi, encore faut-il qu'il soit bien vendu et à quelqu'un qui en a les moyens.
Alors que je pense que c'est AI.com qui s'est vendu 70 millions. Donc effectivement, le record reste sur du legacy aussi, je pense. Et d'un point de vue registrar, ce que l'on voit aussi, c'est que de plus en plus de registres, de nouvelles extensions se positionnent clairement comme étant finalement un complément au marché legacy, en disant on veut pas faire compétition. Là, on a publié récemment une interview de ShortDot, qui est un registre qui a le point ICU, SBS, donc ils essayent de marketer leurs extensions d'une certaine manière, et comprenant bien effectivement que le marché est différent, se disent bah, nous, on va pas aller essayer de concurrencer, on sait qu'on n'aura pas sur nos extensions la même valeur, mais peut-être que certains noms de domaine peuvent être premium et peuvent être intéressants. Et je pense que de la part de certains registres de nouvelles extensions, il y a de plus en plus de travail pour essayer de valoriser ou de justifier du coup de ce que pourrait être la valeur d'un nom de domaine, et un premium est plus essayé. Parce que c'est vrai que de côté entreprise, nous, quand on a ce discours-là et cette discussion avec les registres, on va leur dire bah, c'est le projet qui compte. Si vous nous proposez un nom de domaine, mais qui ne semble pas avoir un intérêt phénoménal, il faut qu'on arrive à pouvoir comprendre pourquoi finalement il vaut tant. Et après, il y a l'arbitrage entre finalement aussi le prix du nom de domaine et l'intérêt de l'enregistrer. C'est toujours réussir à trouver le juste milieu pour que le deal se fasse. Donc je pense qu'effectivement, de ce que je vois aussi, les nouvelles extensions peuvent être complémentaires. Donc, totalement d'accord sur la partie valeur. Et c'est vraiment assez difficile, je pense, de réussir justement à se faire une place ou à voir. Et puis, dans la tête de beaucoup, on a la valorisation et l'établissement aussi des extensions historiques, qui fait que c'est difficile après de s'orienter vers quelque chose de plus volatile, de plus risqué. Juste, je voulais faire une remarque aussi, à mon avis, sur les nouvelles extensions et les domaines premium et les valorisations. En fait, évidemment, dans ce marché, on a toujours l'ambition d'avoir des prix extrêmement élevés, etc. Mais en fait, ce qui va maintenant limiter la valeur des noms de domaine premium, c'est le fait qu'il y a la possibilité d'enregistrer une nouvelle extension. Et donc, ça peut être finalement une meilleure idée d'enregistrer une extension sur un mot plutôt que de chercher à récupérer un nom de domaine premium qui serait plus cher qu'une nouvelle extension finalement. Donc ça me paraît un point important à citer. Des réactions? Non. Peut-être. Bah, je t'avais pas vu, pardon, vas-y. Non, je vais juste parler du point AI parce qu'en fait, comme c'est enregistré et qu'il y a des gens qui nous écoutent, nous, on a commencé avec Philippe, avec les erreurs des débutants, et de plus en plus, les gens qui viennent dans les noms de domaine, en fait, regardent des ventes qui sont absolument pas représentatives. On a parlé d'AI.com, on va parler de bot.ai, des ventes qui sont incroyables, en fait, ne représentent absolument rien dans le quotidien que nous, on va vivre. Et je vous recommande, si jamais vous écoutez, que vous êtes débutant, que vous ne voulez pas commettre les erreurs que nous, on a commises, d'ignorer strictement le point AI qui coûte 100 euros. C'est-à-dire que si vous êtes un peu à l'aise en mathématiques, il y a simplement faire les proportions, les probabilités de chance de pouvoir revendre votre nom de domaine, pas avec des ventes exceptionnelles, mais avec des ventes normales, compte tenu des coûts d'enregistrement et compte tenu du fait que le point AI aujourd'hui est très populaire, mais l'AI va être absolument partout et on n'aura pas besoin de dire que c'est AI pour tel ou tel objet dans quelques années. Donc c'est un très mauvais investissement le point AI aujourd'hui. Le point .fr ou le point .com sont des choses stables. Nous, on a une liquidité qui est assez faible. Donc on a besoin de... Même moi qui vends beaucoup moins cher que les autres, bah, je vais vendre peut-être 5% au maximum de mon portefeuille. Donc, investir dans un point AI, ça serait la pire des choses à recommander pour un débutant aujourd'hui. Et pour le reste, en général, quand je ne sais pas, je demande à Philippe. Donc, comme il a déjà répondu, bah voilà, sur les nouvelles extensions, j'aurai la même réponse que ce qui vous a été donné. Mais le point AI, à ignorer absolument. C'est beaucoup trop cher et impossible à rentabiliser. On a une Hervé? remarque ou une question. Justement, j'allais appeler. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur le point AI? Non, en fait, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est pas le contraire de ce qu'ils ont dit. Moi, personnellement, je participe beaucoup aux réunions de ICANN. Et je sais pas, vous avez dit que le truc est enregistré, mais je sais pas si ce que je veux dire là, c'est bien. Honnêtement, les nouveaux GTLD, là, c'est juste pour faire de l'argent à ICANN. Moi, je crois pas du tout. Maintenant, je comprends que les nouveaux GTLD, par rapport au brand, je suis PDG de Total, Total, ça a du sens pour moi.
je suis PDG, je donne des exemples comme ça a du sens. Et à la rigueur, je peux aller jusqu'à les génériques de villes, d'autres Paris, ça a peut-être du sens, mais à la longue, il y aura zéro enregistrement pour moi. Moi, je ne crois pas du tout. On pourrait avoir des exceptions comme .ai, oui, mais moi j'ai suivi, par exemple, dans mon expérience, .durban. Parce que la dernière fois, ils ont lancé les nouveaux GTLD. En Afrique, il n'y avait pas eu beaucoup de candidatures parce que les gens n'avaient pas les moyens. Afrique du Sud, ils ont un peu de moyens. Donc, il y a .durban, .johannesburg. Avant de venir ici, parce que j'ai des contacts, je me suis renseigné qu'est-ce qu'ils ont eu comme enregistrement dans ces domaines-là par rapport à .ze. Ben, honnêtement, si je vous dis le chiffre, vous allez dire, mais c'est pas vrai, quoi. Pour ce que ça a coûté, ouais, bon. Donc, je suis désolé, mais moi, je ne crois pas. Merci. D'autres réactions? Non? Sûr? Ok. De toute façon, je crois qu'il y aura une autre table ronde sur le sujet des nouvelles extensions tout à l'heure, juste après le déjeuner. Peut-être revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, en introduction. Tu disais que tu faisais à peu près 10% de tes ventes directes, si je me souviens bien, un tiers sur CEDO. Non. Je faisais 90% de mes ventes directes dans le Ah temps. oui, pardon. Et là, maintenant, au lieu de faire à 10%, CEDO est monté CEDO est largement monté à fois 3. 30, Ouais, c'est ça. ouais, c'est Ok. ça. Et on a un nouveau levier aujourd'hui pour vendre, qui est les enchères. Est-ce que tu peux nous en parler, des avantages, enfin des bénéfices? Oui, Marc-Olivier. Est-ce que tu peux nous parler des bénéfices et enfin, des bénéfices pour les vendeurs, les acheteurs Oui, alors, je vais faire une présentation assez succincte. Alors déjà, les actifs immatériels ne peuvent être vendus en France aux enchères que depuis 2022. Avant, c'était interdit. Bon, la France est un pays très réglementé. Voilà. Et donc, c'est un nouveau marché, les enchères, une nouvelle possibilité, un nouveau canal de vente. Alors, première remarque, il y a des actifs qui sont naturellement, qui sont plus naturels de vendre en gré à gré. C'est ceux pour lesquels c'est dur de trouver un acheteur. Il y a des actifs comme ça pour lesquels c'est dur de trouver un acheteur. C'est valable pour tous les actifs, hein. Donc, si c'est dur de trouver un acheteur, le gré à gré, c'est la seule option. Mais dès lors que vous avez une multiplicité d'acheteurs potentiels, les enchères, c'est beaucoup plus efficace. Ça fait clairement monter le prix. On le sait en immobilier, par exemple, des biens immobiliers durs à vendre aux enchères judiciaires vont se vendre à prix cassé. Et s'ils sont faciles à vendre, en gros localisés dans des lieux attractifs, à ce moment-là, les enchères vont souvent atteindre des prix plus élevés que si c'était vendu en gré à gré. Donc, pour ce qui est de nos ventes, donc on a commencé depuis 2022 et alors ça s'est quand même pas mal développé. Actuellement, on doit vendre à peu près entre 500 et 1000 noms de domaine par an. On vend également des sites internet dans différents, notamment, donc c'est là finalement les sites internet, ça va être des actifs, des vrais actifs qu'on va vendre aux enchères. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe. Le point important aussi qu'on peut citer, c'est le profil des vendeurs. Donc nos vendeurs, ce sont, bon, au départ, c'était quand même encore beaucoup des domaineurs, donc comme David, Philippe et d'autres, qui ont des grands portefeuilles et ils vont utiliser des enchères pour faire des ventes, on va dire, plutôt de déstockage, voilà, pour vendre à prix plus bas, mais avec un pourcentage de vente qui va être plus important des noms de domaine. C'est un peu ça, on vend moins cher qu'en gré à gré, enfin, que leur vente traditionnelle, mais avec un pourcentage de vente, voilà, avec une liquidité qui est quand même bien plus importante. Parmi les vendeurs, on a également notamment des entreprises maintenant, de plus en plus, et même dans le contexte de départ à la retraite. On a vendu un site internet, par exemple, une personne, c'est la première fois que ça se produisait, qui, pour partir à la retraite, a vendu son site aux enchères, parce que finalement, même en gré à gré, lorsque vous avez une entreprise à vendre, notamment dans le digital, le plus souvent, ce qui va être intéressant, c'est de vendre les actifs. Voilà. Tous les gens qui ont créé des sociétés, qui ont créé des activités numériques à partir de la fin des années 90 et qui maintenant vont partir à la retraite, le plus souvent, la société en elle-même n'a pas un grand intérêt. Ils ont des actifs incorporels, ils ont parfois un peu de stock ou des choses comme ça, mais ils vont travailler avec des gens extérieurs, avec des freelances, ils ont différents contrats et c'est finalement tous ces actifs incorporels qui va être intéressant de vendre aux enchères. Et maintenant, nous avons aussi
depuis peu finalement des grandes sociétés qui peuvent nous confier des noms. En général, ça passe par des cabinets de propriété intellectuelle. Les cabinets de propriété intellectuelle voilà, qui sont les sociétés qui gèrent les actifs incorporels de ces grandes sociétés, donc les portefeuilles, enfin pas que les portefeuilles, évidemment, dans le domaine. Donc ces grandes sociétés ont souvent des portefeuilles assez volumineux et se posent la question, alors s'il y a quand même des coûts associés à renouveler toute cette masse de noms, et parfois elles ont cette question d'arbitrage, qu'est-ce que je vais faire avec une partie de mes noms? Alors ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles les abandonnent, et ça c'est peut-être un peu du gâchis quand même, puisqu'une partie de ces noms peuvent être vendus voilà, soit de gré à gré, soit aux enchères. Et donc, on a maintenant deux ventes en préparation, enfin une qui est déjà lancée, venant de sociétés, de grandes sociétés, de même très grandes sociétés qui se délestent d'une partie de leur nom. Et juste pour terminer, 2 points pour terminer. Pour ces ventes, nous passons par un site qui est la propriété des maisons de vente aux enchères, qui s'appelle Interenchères, et qui a 2 millions d'enchérisseurs actifs et plus de 600 millions de pages vues par an. Donc c'est un très gros site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on touche vraiment un 30e de la population française. Bon, il y a aussi des acheteurs internationaux, mais vraiment de tous horizons. Vraiment, c'est vraiment un 30e exact de la population, avec toutes les sociologies possibles et imaginables, toutes les zones géographiques. Et donc, on trouve des acheteurs assez improbables qui, clairement, ne viendraient pas directement chez Philippe ou David. C'est vraiment des acheteurs spécifiques à qui on propose un inventaire de noms, enfin, voilà, d'actifs à vendre, et des entrepreneurs dans un secteur donné. Ils n'auraient pas l'idée de se dire quel site Internet je vais pouvoir enregistrer. Ils voient qu'il y a des noms dans leur secteur d'activité à vendre et qui vont se porter vraiment dans des secteurs improbables, totalement improbables. Et dernier point, pour clore le sujet des enchères, donc nous allons prochainement passer sur un mode de type plateforme avec une offre de noms de domaine ou d'actifs en vente de gré à gré, et avec la possibilité pour les stocks qu'on aurait donc en vente de gré à gré de les passer de manière temporaire aux enchères. Donc c'est une sorte de les enchères est utilisé comme un levier pour stimuler certaines ventes, et même des enchères avec possibilité d'achat immédiat. C'est-à-dire que là, j'ai mes noms qui sont en vente à tel prix. Je décide pour une partie de mon inventaire de le passer aux enchères pendant 2 semaines, à un prix plus bas évidemment. Alors, si le prix de gré à gré c'est 100, je démarre à 50, et je peux même proposer une option de faire un achat immédiat à 80 ou 70 ou un truc comme ça. Voilà, donc nous développons ainsi le marché de la vente d'actifs aux enchères de manière intéressante pour différents types d'acteurs. Est-ce qu'on a déjà des gens qui ont vendu ou acheté aux enchères des noms de domaine? Alors oui, j'ai vendu des noms de domaine aux enchères grâce à Marc-Olivier. Je veux dire que c'est assez marrant. C'est vrai que bon, c'est pas mes plus beaux noms que j'ai vendus. C'est vrai que c'était un petit peu du déstockage, et qu'à condition d'accepter un prix vraiment bas, on peut jouer à ça. Ce qui est surtout amusant, c'est de voir que à peu près un tiers des noms de domaine vendus aux enchères, les transferts n'ont pas été demandés, alors qu'on a donné les codes. C'est-à-dire que c'est une clientèle assez atypique. Donc oui, c'est des clients qu'on ne verrait jamais autrement. Donc ça, c'est intéressant. On touche des gens qui vont sur Interenchères et qui chercheront une Rolex d'occasion, et puis qui tombent sur un nom de domaine et qui vont acheter le nom de domaine. Puis après, je sais pas, ils vont oublier qu'ils l'ont acheté. Mais il y a un effet aubaine, en tout cas, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler, à mon avis. Oui. Alors, deux petits correctifs. 30%, ça me paraît un peu excessif. Nous avons un service de suivi, on essaye de... Voilà. Et le meilleur nom que tu as vendu, c'est quand même au moins 3000 pour kilowattheure.fr. Mais pas aux enchères. Ah si, aux enchères. Ah si. Pas récemment, l'an passé. Oui, mais ça... Ah oui, mais... Pardon. Voilà. Et juste pour répondre à ta question, oui, acheter des noms de domaine aux enchères. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais pour des noms de domaine expirés, en fait. Donc, quand les enchères ont lieu
notamment à 21h pour des clients sur SnapName, sur Dropcatch. Et là, c'est toujours des scénarios un petit peu particuliers parce que donc, le client à 21h, en règle générale, il n'est pas trop disponible. Donc, on prend son numéro de portable et on se fixe un budget maximum de 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Et puis, quand on est à 5 000 dollars à 21h30, parce que ça a rajouté à chaque fois, on l'appelle en urgence et on voit à combien ça peut s'effectuer. Donc, c'est toujours un petit peu... Enfin, il y a de l'adrénaline, hein, c'est un petit peu excitant de gérer ça. Mais tous les noms de domaine que j'ai achetés aux enchères, c'était sur des backorders, pas lors d'enchères comme celle proposée par Marc-Olivier, ou même par des plateformes comme Cedo qui organisent souvent des super enchères sur des thématiques, que du .fr, que des noms courts ou des choses comme ça. Mais je crois, en ayant discuté de façon assez informelle régulièrement avec David là-dessus, que ça fonctionnait pas trop, les ventes de ce type. Alors, juste une petite précision, il y a deux types d'enchères. Il y a les enchères réglementées, comme nous, hein, avec le commissaire-priseur, le marteau et tout ça, et les enchères par des sociétés donc, hors du champ réglementé. Et la grande différence, bon, nous, il y a plusieurs avantages. Premièrement, on passe par notre site Interenchères, notamment, qui est une plateforme vraiment avec un trafic très important. Et réglementé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autorité qui s'appelle le Conseil des maisons de vente qui surveille, et on est évidemment, donc comme on est surveillé, on ne peut pas. Enfin voilà, ça apporte la garantie de tiers de confiance et la garantie que les opérations sont menées de manière extrêmement rigoureuse, ce qui n'est pas nécessairement, je ne sais pas, mais pas nécessairement le cas d'autres plateformes qui sont hors de ce champ. Et autre point important, ces autres plateformes ont un public d'acheteurs qui est extrêmement, on va dire, spécialisé. Typiquement, ça va être des domaineurs, ça va être des gens du champ voilà, du SEO, des éditeurs, enfin, voilà, donc un public extrêmement spécialisé et donc a priori des prix qui vont être voilà, moins intéressants. Je voudrais juste dire un petit mot sur les enchères de Cedo, parce que David a parfois la dent un peu dure. Que ceux qui le connaissent bien confirmeront. Non, je pense qu'on a une particularité en France, c'est qu'on est un peu pauvre au niveau des domaineurs et on n'a pas de gros budget d'acquisition. Et c'est vrai que il m'arrive d'acheter des noms à ces enchères-là. Pratiquement toujours, on achète au prix de réserve, il n'y a pas de surenchère, etc. C'est qu'il y a effectivement, dans l'univers francophone, il y a peu de moyens investis dans l'acquisition de noms de domaine. C'est vrai aussi pour les achats entre domaineurs, il y en a très peu et pas à un bon niveau. Voilà. Je voulais dire, parce que en fait, les enchères de Cedo, ce n'est pas que du .fr et du francophone, et que en dehors du francophone, si, ça marche quand même. Il y a quand même des belles ventes qui se font par là. Et je n'ai pas d'action Cedo. Moi, j'ai plein de questions. Je pense que la clientèle n'est pas la même entre les deux différents types d'enchères. On peut avoir du côté des enchères réglementées plutôt, je pense, des opportunistes, des gens qui connaissaient pas tel produit et qui disent tiens, ça peut être une belle opportunité d'achat à un bon prix. Tandis que de l'autre côté, chez SnapNames, mais également chez tous les francophones qu'on peut connaître, Kifdom et autres, on peut avoir, je pense, des pros du SEO. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est essentiellement des pros du SEO. Et la question que je me pose vraiment, c'est de par toutes les connexions FR Rush que nous louons, c'est que le marché le second marché est surtout animé par les experts SEO. Et donc, ils récupèrent des noms de domaine expirés pour presser le jus SEO qui est dans chaque nom de domaine. Je n'arrive pas à voir la part du marché brandable sur le second marché. Je n'arrive pas du tout à mesurer ça. Je pense que ta vision est tout à fait exacte. Nous, aux enchères, on ne peut tout simplement pas se permettre de revendre des expirés parce que c'est litigieux. Donc ça, on ne peut pas le faire. On le fera a priori jamais, sauf exception, peut-être si ce n'était pas litigieux. Pour ce qui est, alors, ta vision sur les SEO, sur les plateformes de Snap, tout à fait exact. Je pense qu'il y a assez peu de brandables. En fait, le brandable, c'est vraiment une personne qui veut un nom, qui va remonter vers le nom sur des pages parking comme celles qu'on fait, vers David, vers Philippe et d'autres. Donc, c'est vraiment de l'achat de gré à gré. Le brandable, c'est vraiment typique de l'achat de gré à gré.
Ça peut se vendre aussi à vos enchères, mais c'est moins. Nous, clairement, on met des listes de noms dans des thématiques ou des listes en déstockage. Et c'est vraiment des gens qui ont une autre approche, qui ne veulent pas chercher un nom spécifiquement, qui ont besoin d'un nom dans une activité et qui vont être opportunistes sur un achat. Aux enchères, chez nous, on a même des gens qui vont acheter une marque alors qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter une marque. Et une marque, c'est quand même extrêmement impliqué en acheter une marque, hein. Donc il y a des gens qui peuvent acheter une marque sans avoir prévu. C'est quand même assez particulier, hein. Donc voilà, c'est des gens qui vont se porter de manière opportuniste sur des noms. En ce qui concerne là, tu parles des enchères après Snap, hein, puisque tu parles des licences pour snapper. Moi, juste, c'est tout simple. Il y a une dizaine d'années, j'arrivais à attraper des jolis noms pour 5 € chez Udot. En fait, c'était bon, ils faisaient un prix pas cher, mais on trouvait des très bons noms de domaine. Un backorder, paf, on avait le nom. Magique. Je vois l'historique de mon portefeuille, j'ai vraiment des petits coups de cœur. Et aujourd'hui, un beau nom, il y aura forcément une enchère après ou avant le snap. C'est-à-dire que c'est plus possible d'avoir un joli nom, de passer le backorder et d'avoir le nom pour quelques dizaines d'euros. Il y a systématiquement des enchères. Donc, je pense que oui, le gros des enchères, c'est le SEO. Mais on est quand même quelques domaineurs sur le brandable à mettre de plus en plus d'argent quand même pour avoir un joli nom, simplement pour le mettre sur étagère en revente, hein. C'est pas en tant que end-user. Oui, ça, dernier point très important. C'est vrai que nous, on a quand même beaucoup d'acheteurs finaux, d'utilisateurs finaux, hein. Ça, c'est clairement la cible qu'on a. On peut avoir aussi, évidemment, des investisseurs, voilà, mais c'est clairement. Alors que tout le système de Snap, c'est absolument pas des acheteurs finaux. C'est que des domainers ou des SEO ou voilà, des gens qui vont consommer les noms. Une remarque ou peut-être complexité, après je sais pas, ce que je remarque d'un point de vue entreprise, quand finalement on parlait de backorder, quand on va regarder l'intérêt de mettre un backorder sur un nom de domaine qu'on n'a pas forcément envie directement de racheter, etc., c'est que de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a aussi certains registrars qui vont aller récupérer les noms de domaine expirés, se voir proposer aussi des systèmes de monétisation et les revendre en tant que premium, enfin, pour rejoindre un peu le premium et la convergence des marchés. Et j'ai eu plusieurs cas récemment où finalement je me suis dit, bah tiens, on va attendre, on va regarder un petit peu. Et puis je vois que ce nom expiré n'expire pas vraiment et est proposé à un tarif qui m'est donné comme étant premium sur des critères parfois un peu particuliers. Et on se dit, bon, bah là, finalement, mon opportunité ou mon système classique se voit un peu chamboulé parce que bah, je suis dépendant de la pratique du prestataire, finalement. Donc, tu as remarqué que des registres récupèrent leur nom. Registrar, très registrar, pardon, souvent. registrar. Registrar. Alors, le registre, je pense que c'est plus Ah, non, singulier, mais bien ça sûr, peut non, arriver. Mais ouais. registrar, effectivement, de plus en plus, on a cette pratique qui est finalement de se réserver le droit de récupérer la titularité du nom. Parfois, c'était pour pouvoir garder le nom, juger de l'intérêt, le vendre aux enchères. Et là, de plus en plus, c'est pour le proposer directement dans le panier, finalement, d'acquisition classique. Donc, ça rejoint je mélange un petit peu l'offre, effectivement, donc très bien, mais avec un prix premium qui parfois est difficile à comprendre parce que moi, sur les cas que j'ai eus, je me suis dit, est-ce que c'est le prix premium appliqué par le registre ou est-ce qu'en fait c'est considéré comme premium par le prestataire pour essayer finalement de le revendre plus cher? Et si oui, pourquoi, combien de temps, etc. Ouais, c'est une pratique qu'on voit beaucoup, notamment chez les géants, hein, des pré-releases comme ça, notamment GoDaddy qui fait ça, qui est quand même le plus gros registrar au niveau mondial. Donc après, bon, c'est sûr que par rapport à leurs conditions générales de vente et au niveau légal, le fait qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout des 30 jours, en fait, finalement, et qu'ils se réattribuent ça, il y a sûrement un point d'ombre à éclaircir. Pour l'instant, en France, les plus gros acteurs, OVH, Gandhi, ne font pas ça. Après, ils peuvent aussi, je me mets à la place de ces gros acteurs et de voir que des noms qu'ils ont gérés pendant 20-25 ans, qu'ils abandonnent et qui repartent après aux enchères à 20 ou 25 000, ça peut être des sources de revenus qui font qu'ils peuvent se poser la question. Mais
Pour revenir aussi sur quand même le phénomène des noms de domaine expirés et les acquéreurs type SEO, on en discutait hier soir avec Michael, mais le phénomène sur FRRush et même au niveau mondial sur des acteurs, donc on connaît tous Dropcatch, Snapsname, mais Gname quand même est arrivé, enfin de plus en plus important aussi. On voit qu'il y a de plus en plus de sociétés et pour la FNIC, on faisait le calcul avec Michael, donc il y a autour de 550 licences aujourd'hui FRRush, à 150 € la licence, ça représente presque 1 million d'euros de revenus pour la FNIC. C'est l'équivalent de 200 000 nouveaux .fr par an. Donc c'est quand même assez impressionnant les moyens qui sont mis pour récupérer ces noms de domaine expirés, a priori plus sur un public SEO que sur un public de domaineurs là-dessus. Merci pour toutes ces très riches réponses. Je vais apporter la mienne également. On parle de pré-release. Clairement, ce n'est pas autorisé sur le .fr. Voilà, après, entre ce qui est autorisé et ce qui est pratiqué, il peut y avoir d'autres choses, mais nous ne l'autorisons pas. Je ne sais pas si d'autres registres dans la salle l'acceptent ou pas, mais en tout cas, chez nous, c'est niet. J'ai assisté à une conférence l'an dernier. C'était au Domain Summit organisé par Internetix à Francfort et ils évoquaient la possibilité de tokeniser les noms de domaine. Je voulais vous interroger là-dessus. Déjà sur ce point, qu'est-ce que vous pensez de la tokenisation potentielle des noms de domaine? Donc le fait qu'on puisse se mettre à plusieurs et acheter des morceaux de noms de domaine, un peu comme des actions. Et puis aussi une autre, vous parlez que d'achat et de vente. Quid de la location? Non, je peux. Non, sur la tokenisation, nous, on y a réfléchi. C'est vrai que le grand intérêt de la tokenisation, c'est de pouvoir. C'est un outil pour pouvoir rendre le marché plus liquide et pour pouvoir offrir une possibilité à des gens d'investir sur plusieurs noms, sur une grande quantité de noms, de manière beaucoup plus facile. Nous, c'est vrai qu'on a eu récemment pendant un acheteur qui a pris, je crois, 90 noms à une vente. C'était un acheteur dont le profil était d'investir dans des noms de domaine. Et c'est vrai que si quelqu'un veut investir dans un nom de domaine, c'est beaucoup plus en fait efficace et opportun de pouvoir investir dans un très grand nombre de domaines. Alors, il faut évidemment qu'en face, il y ait des propriétaires de noms de domaine qui soient prêts à tokeniser leur nom. Je pense que c'est tout à fait possible. Bon, on n'a pas vraiment parlé beaucoup de propriétaires de noms de domaine, mais j'ai l'impression qu'ils seraient assez intéressés de pouvoir tokeniser une partie de leur inventaire pour... enfin, ça, on va poser la question d'ailleurs à Philippe, ce qu'il en pense. Ah. Et David aussi. Moi, pour moi, c'est une très bonne idée parce que le grand problème du nom de domaine, c'est sa non-liquidité. C'est-à-dire que on peut considérer qu'un portefeuille va se vendre à hauteur de peut-être 2% par an, 3%. Ça va dépendre de sa qualité. Mais voilà, c'est quelque chose c'est un niveau qui est faible. Pour avoir une activité régulière sur les noms de domaine, quelqu'un qui va avoir 100 noms de domaine, il n'aura aucune régularité, même s'il y a des beaux noms. Les ventes seront beaucoup trop sporadiques, décalées, et il n'y aura pas de régularité. Donc, pour vraiment avoir une activité qui tourne régulièrement, il faut clairement plusieurs milliers de noms de domaine. Et avec les conditions actuelles d'acquisition, c'est pas facile, quoi. C'est pas donné à tout le monde d'avoir de quoi investir plusieurs milliers de noms de domaine. L'intérêt de la tokenisation, c'est que au lieu d'avoir 100 domaines sur lesquels la foudre doit tomber pour faire une vente, on peut très bien avoir un dixième de 1000 noms de domaine ou un centième de 10 000 noms de domaine. Et là, les ventes seront beaucoup plus régulières. Alors bien sûr, plus modestes à chaque fois, mais plus régulières. Donc il y a pour moi un vrai intérêt à tokeniser pour rendre plus fluides les ventes d'un portefeuille. En ce qui me concerne, je suis tout à fait prêt à jouer le jeu de tokeniser une partie de mon portefeuille si quelqu'un veut développer un support qui tienne la route. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, je pense, pour un domaineur. Ouais. Merci, David. Du coup, Philippe, pourquoi ne pas vous mettre ensemble entre domaineurs? Ça revient au même, non? Je suis domaineur. Oui, non, mais je veux dire, par rapport, on parle de tokenisation là. Si vous êtes plusieurs domaineurs, vous avez peut-être 100, je sais pas, 10 000 domaines et
et l'autre aussi à 10 000 domaines. Si vous mettez ensemble, c'est déjà pratiquement ça, non? En fait, mon problème n'est pas mes ventes à moi, puisque mes ventes, elles sont, comment dire, j'ai assez de noms de domaine pour faire quelque chose d'assez régulier tous les mois. Mais ce qui est intéressant, c'est pour quelqu'un qui veut investir dans des noms de domaine, en investissant pour acheter 100 noms de domaine, il peut se retrouver avec des ventes réparties sur 10 000 noms. Et ça, moi, si je mets des domaines en tokenisation, ça permettra d'acquérir des nouveaux clients parce que ces gens-là, ils n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça rendra plus liquide mon propre portefeuille, au-delà des ventes que je continuerai à faire en direct. Pardon, mais qu'est-ce que tu appelles investir? Celui qui investit dans le nom de domaine, c'est pour revendre les noms de domaine plus tard pour avoir plus d'argent, non? Oui, oui, tout à fait. Mais la seule chose, c'est qu'il faut trouver un client pour le vendre. Or, quand tu as 100 noms de domaine, la probabilité de vendre le nom, elle est faible, puisqu'on vend à peu près 2% par an d'un portefeuille, d'un bon portefeuille. Donc, si tu as 100 noms de domaine, tu risques de faire 2 ventes. Mais le risque de faire 2 ventes, ça veut dire que tu peux en faire 0 ou tu peux en faire 5. Voilà. Le risque de faire 0, c'est quand même casse-pied. Si tu as 1/100 de 10 000 noms de domaine, ce sera beaucoup plus régulier. C'est un peu comparable finalement au marché des actions et les trackers, quoi. C'est quelque chose comme ça. Ça permet. D'abord, c'est surtout important pour des gens qui veulent investir dans un domaine. Il y a vraiment clairement des gens qui veulent investir dans ces actifs. Et donc, ça permet, voilà, ça permet même d'ailleurs, donc on aura un marché comme ça de la valeur des noms de domaine, un marché donc des tokens de noms de domaine, avec la possibilité de racheter, de vendre des tokens, même finalement, si Philippe il commence à avoir l'idée que ce nom finalement il n'est pas si bien que ça, il peut vendre des tokens, et même à des prix qui vont baisser. Mais donc ça permet finalement de piloter son portefeuille de manière. C'est une autre possibilité de piloter son portefeuille. Mais après, un point qui va être important, c'est ça qui est. Si on fait une tokenisation, il y aura finalement des gens qui seront des détenteurs de ces tokens et des gens qui devront gérer le truc. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'actif soit vendu. Donc voilà, c'est quand même pas si simple que ça. Il y a cet aspect finalement de créer une sorte de véhicule avec un nouveau véhicule avec qui sont des réceptacles, enfin, voilà, qui arrivent à gérer ces noms-là avec finalement une personne qui va être ou une entité qui va être chargée de vendre. Alors là, pour ça, la blockchain peut jouer un rôle. Après, le seul problème de la blockchain, c'est que la blockchain toute seule, c'est très compliqué pour les gens. C'est qu'en gros, c'est pas tellement gérable pour la majorité des gens. Donc, il faut de la blockchain, mais pas que de la blockchain avec de la recentralisation par un tiers de confiance. Voilà, donc il y a des possibilités pour ça, des possibilités. Voilà. Oui, c'est pareil. Investisseur, c'est plus élégant. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a ceux qui arrivent avec leur nom et puis ceux qui rentrent dans le système. Mais à la fin, ils seront tous en système. Oui. C'est ça. Oui. Mais, oui, c'est ça. Oui. Typiquement, nous, on a vendu par exemple à un même acheteur 90 noms qui voulait vraiment rentrer dans ce marché. C'est vrai que s'il y avait une proposition de nom de domaine tokenisé, pour lui, ça aurait été peut-être certainement plus opportun de racheter, au lieu de racheter sur 90 noms, d'avoir des tokens sur 10 000 noms, quoi. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Avec un marché aussi, voilà, des tokens qui évoluent à la hausse, à la baisse. Moi, je peux peut-être intervenir parce que je suis l'optimiste de l'équipe. Et en général, si vous me demandez si ça va marcher, la réponse est toujours la même. Ça fait au moins 25 ans que j'ai entendu parler de tokenisation et j'écoute les discours qui sont logiques. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont logiques, qui semblent fonctionner, mais qui n'ont jamais fonctionné. Donc j'ai une attitude un peu plus fataliste. Et par exemple, j'ai jamais compris comment fonctionne ce que propose Marc-Olivier, mais ça marche. Donc du coup, je préfère me porter vers des choses qui fonctionnent davantage que la tokenisation qu'on a connue. Les gens qui se connaissent bien ce secteur, à mon avis, déjà en 2000, on avait déjà de la tokenisation. Ça n'a pas été des succès, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les conditions feraient que ça changerait. Donc moi, j'irais plutôt vers ce qui existe, qui est plus facile à gérer, donc, mais avec des, comment dire,
des intermédiaires. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que le problème qu'on a dans le second marché, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien avec Marc-Olivier, c'est qu'il manque entre l'offre et la demande quelqu'un qui serait là. Parce qu'en fait, tous mes noms, ils sont vendables. Et il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui a envie de les acheter, mais il manque l'intermédiaire qui permet de faire l'interface entre l'offre et la demande. Chez Marc-Olivier, il y a effectivement 2 millions d'acheteurs. Et je ne comprends pas pourquoi mes noms se vendent, mais en fait, c'est simplement que le volume fait que la probabilité augmente. Et ça, à mon avis, c'est une solution. Donc, ce qui nous manque dans notre métier, ce n'est pas des solutions plus compliquées, c'est juste qu'on trouve un jour un moyen d'avoir une interface efficace entre l'offre et la demande. Et Cedo, par exemple, qui fait ce qu'il peut, n'est pas cet acteur. GoDaddy, absolument pas. Donc aujourd'hui, on est handicapé par cette absence d'intermédiaire qui nous permettrait de fonctionner. Enfin, c'est mon ressenti. Oui, non, pas d'accord, comme souvent. Non, l'intermédiaire, on l'a avec le système CEDO-MLS. Si on retrouve chez Gandhi mes noms de domaine, l'utilisateur et le vendeur, ils se retrouvent. Donc, je te trouve un peu fataliste. Et en ce qui concerne la tokenisation, je ne sais pas si en l'an 2000 le mot existait, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un outil avec la blockchain qui permet de faire des contrats. Parce que c'est gentil de dire on divise un nom de domaine en 100 tokens. Le jour où il y a un acheteur, il faut que les 100 soient d'accord pour vendre. Et donc, il y a tout un système de contrats qu'il faut pré-négocier, sur lequel les gens sont d'accord. Et gérer ça à la main, c'est impossible. Impossible. Non, juste pour couper un peu la poire en deux. Juste un mot pour couper la poire en deux. Les deux ont en fait raison, mais il faut bien distinguer différents types d'acheteurs. On a déjà parlé. Il y a vraiment différents types de situations. Typiquement, le système MLS, etc., c'est pour des gens qui veulent un nom et qui remontent le nom. Hein. C'est tout à fait différent des gens qui voudraient acheter un nom, mais qui ne savent pas quel nom ils veulent acheter. Juste en complément, pour répondre sur ta question sur la location, pour nous qui avons une clientèle qui est uniquement constituée d'entreprises, j'ai jamais loué un nom de domaine en 20 ans, clairement, donc c'est toujours de l'achat. Alors peut-être que sur d'autres profils d'acheteurs, c'est différent. Peut-être que Mathieu, qui a son expérience aussi là-dessus. Non, je te rejoins. On a de temps en temps des propositions de titulaires visant à proposer plutôt une location qu'un rachat de nom de domaine, enfin qu'une vente. Mais après, il y a côté effectivement entreprise aussi des risques où je pense une approche qui est un peu différente et une frilosité. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon nom de domaine ou le nom que je souhaite racheter fait partie d'un projet. Donc j'ai besoin de détenir ce nom pour pouvoir de manière plus globale l'intégrer dans quelque chose. Et la location souvent présente un risque pour Je dirais les seules expériences que j'ai, c'est d'avoir une location sur une durée limitée qui garantisse pendant cette durée-là un prix d'achat fixe. Ça marche parce qu'effectivement, ça permet à la décision de se construire dans l'entreprise. Voilà. Mais sinon, la location sans achat à terme, ce serait une ânerie complète, quoi. I'm missing some of the translation here, but was the question about tokenization of domain names, if it exists today or if it's something that's possible? Because there is a company that's doing it successfully now. It's called D3. I'm actually going to their conference as a speaker in April. I have several of my assets on that platform, and it is working. And the majority of the buyers of the proportion that you put up for sale are outside the domain industry, similar to people making investments in the stock market, which I think you referred to, buying fractions of assets. So it exists today. It's working well. This company, I know the founder. We worked together for many years. And tokenization of domain names is very possible, and it's happening. And outside investors are the ones buying portions and fractions of those domain names. And it's if you have a good asset, it's another vehicle to turn your domain name into an asset and recover part of your funds, if not all of them, because the name is still up for sale, but you can sell 20% of that domain name to the public, just like a market, just like an open market. So I don't know if that addressed some of the things that you were talking about, because the translation's skipping some of the words, so I'm trying to follow it. And it was a D3 conference at Internetics Domain Summit last year.
So, okay. In April. Oui, donc Détroit, c'est certainement un très bon exemple. Après, il y a ce qu'il faut, à mon avis, voir pour les noms de domaine, c'est que les noms de domaine, c'est quand même un truc qui est assez localisé. Finalement, je pense que le marché américain est enfin, voilà, assez séparé du marché français. Et voilà, chaque marché est un peu séparé. Après, il y a aussi des contraintes réglementaires qui font que entre l'Europe, la France aussi, que c'est peut-être pas forcément. Bon, après, les gens évidemment peuvent investir sur des marchés étrangers, utiliser Détroit pour investir sur des noms américains, mais je ne sais pas si ça serait extrêmement opportun d'utiliser Détroit en France ou en Europe. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est à creuser évidemment. Hein, c'est un sujet à creuser. Alors, il est exactement 12h36. J'ai faim. Nous devions terminer, je crois, à 12h30. Oui, c'est pas notre faute. Peut-être, est-ce qu'il vous reste une question dans la salle déjà? Ou pas? Oui. Moi, j'avais une question sur les sociétés qui se mettent à vendre des bouts de leur portefeuille aux enchères. Ça veut dire que c'est une société qui a un portefeuille et qui avait des anciennes marques, qui les utilise plus, et qui du coup va se dire tiens, je vends mon portefeuille. C'est plutôt pas mal ça. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que c'est pas une ancienne marque? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le statut d'ancienne marque, ça en fait un truc où on risque d'après se faire piquer? Quand on l'a acheté, ou est-ce que c'est OK? Je pensais à une vieille marque, Ola, 3 lettres, Ola, vous prenez téléphone portable. Si quelqu'un l'utilise plus et qu'ils se disent on la vend, comment est-ce qu'on peut être sûr que si j'achète ça aux enchères, pas cher, super, comment est-ce qu'on est rassuré sur le fait que la boîte va pas pouvoir dire bah non, c'était une marque à moi, etc. Alors, ça, aux enchères réglementées, il y a la question de la provenance qui est très importante. Et donc, ça, évidemment, on fait attention. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise qui va vendre dans le domaine, si elle l'avait depuis des années, il n'y avait pas de problème. Et donc, en général, enfin. Et, pardon. Oui, oui. Oui, alors justement. Oui, bah, en principe, enfin, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais après, bon, en général, les grandes entreprises, elles ont quand même des équipes, enfin, ils savent ce qu'ils ont. Voilà, donc. Bah, ils ont des cabinets très performants comme Placero, comme Novagraph, comme Dreyfus. Et donc, ils sont quand même en général bien conseillés. Nous, c'est vrai que là, c'est pour des noms. Enfin, c'est vrai que les noms qu'on vend souvent sont des noms plutôt génériques. Donc, ce problème ne se pose pas trop. S'ils ont une marque, évidemment, il faudrait qu'ils vendent les deux ensemble. Et c'est vrai que nous aussi, pour certains actifs qu'on vend aux enchères, on va faire intervenir des experts. Les experts peuvent être, dans ces cas-là, ça peut être d'ailleurs des cabinets comme Placero, Novagraph ou Dreyfus. Et donc voilà, ce problème peut exister, mais quand même, il faudrait vraiment. Oui. Juste la pratique que j'ai des marques, c'est que tant que la marque n'est pas notoire, il n'y a pas de grand risque. C'est-à-dire si c'est une marque qui a perdu sa notoriété, ma foi, il ne doit pas y avoir un grand risque pour l'acheteur de prendre ce nom. Oui, si je peux me permettre, je n'ai pas pratiqué la mise en vente aux enchères, mais côté juridique et dans le domaine des marques, je vois deux choses. Du côté de la marque qui va vendre, c'est pas cohérent du tout de vendre juste les noms de domaine et de garder la marque. Donc en principe, elle va faire un package, ou sinon autant ne rien vendre. Ensuite, en pratique, juridiquement, il y a ce qu'on appelle l'obligation de non-éviction. C'est-à-dire que moi, en tant que vendeur, je ne peux pas revenir en disant bah non, finalement, je ne te vends plus, je reprends. Il y a la loi qui est là. Alors peut-être que maintenant, c'est à nuancer avec le système des enchères, mais en tout cas, le principe, c'est ça. Pour autant, j'achèterai jamais L'Oréal.com, même aux enchères. Safe de vendre chez nous aussi.
Et juste pour rebondir sur la question, nous, depuis plusieurs années, on a une offre en fait de vente de noms de domaine qui sont inexploités pour certains clients. Donc, ils viennent nous voir en nous disant bah, j'ai tel nom de domaine qui prend la poussière depuis des années. Est-ce que tu peux pas nous aider à le vendre? Donc, c'est une démarche qui arrive assez régulièrement. Et c'était cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. On a un client qui était un registrar, d'ailleurs, qui avait un nom de domaine qui était bible.fr. Donc ce nom de domaine-là, et donc on a pu le vendre pour lui. Donc la démarche des entreprises sur des noms de domaine qui sont dans leur portefeuille, qui ont une valeur mais qui n'exploitent pas, il y en a plusieurs qui se posent la question. Après, c'est clair qu'un nom de domaine comme bible.fr, c'est intéressant, mais on est parfois contactés par des clients ou des cabinets conseils qui ont des gros portefeuilles. Et là aussi, il faut arriver à leur faire comprendre que ce nom de domaine qu'ils n'ont jamais utilisé pour un biz, il n'a aucune valeur et que ça ne sert à rien de le proposer à la vente. Il faut le laisser mourir tranquillement. Mais que des noms premium, eux, peuvent potentiellement être vendus par la suite. Eh bien, bon appétit. Merci.